Adrien Piedbourg va pouvoir nous rejoindre à l'estrade pour nous parler de l'immeuble Santini. Bonjour, comment allez-vous? Merci d'être présent. On vous laisse installer votre présentation. Le principe sera le même. Je viendrai 5 minutes un petit peu avant la fin de l'intervention pour qu'on ait le temps de prendre les questions et tenir le tempo. Tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de cet événement qui permet bien évidemment de mettre en avant les différents acteurs et les innovations de la construction en pierre au XXIe siècle. Au travers de la présentation de cette opération, vous allez découvrir tout le processus de conception et de réalisation d'un projet qui met en œuvre une façade en pierre massive porteuse. Nous allons évoquer les difficultés rencontrées, mais vous démontrer qu'il est possible de mettre en œuvre des procédés constructifs complexes, mixant plusieurs matériaux et mettant en œuvre la pierre dans toutes ses dimensions. C'est parti un peu vite. Je tiens tout d'abord à remercier M. Goutal, qui, en plus de nous avoir invités à participer à ce colloque, a contribué à la reconnaissance de ce projet en tant que président du jury du 8e prix d'architecture Construire en pierre naturelle, co-organisé par le SN Rock et Pierre Actual dans le cadre du salon Rocalia, qui s'est déroulé en décembre dernier à Lyon. Venir vous présenter ici ce projet a une importance toute particulière pour notre agence. C'est en effet à la fois notre première réalisation d'une construction en pierre massive et notre premier prix d'architecture. Comme vous le verrez par la suite, la pierre est également un matériau qui occupe ma vie depuis une vingtaine d'années. La reconnaissance de la qualité de cette réalisation est l'aboutissement heureux d'un projet qui a nécessité pas moins de 8 années d'efforts. C'est un temps d'études et de chantier assez long au regard de la taille de l'opération. Depuis les premières esquisses en 2017 jusqu'à la réception en 2025, le projet aura subi à la fois des contraintes administratives, un Covid, une crise énergétique, la défaillance d'une entreprise TCE en cours de chantier et une gestion complexe de la reprise du chantier en macro-lot. Malgré les différents obstacles rencontrés, le choix d'une construction associant la pierre massive et le bois n'a pas été un facteur réellement impactant sur l'allongement de la durée du chantier et de l'opération. Le projet tend à montrer que construire en pierre massive n'est en rien un frein à la création, et que si le projet est bien étudié dès la phase de conception, il n'est qu'une donnée parmi d'autres qui constitue le difficile et passionnant acte de construire. La naissance d'un projet comme celui-ci, c'est d'abord la rencontre avec un client. Il faut savoir que lorsque nous le rencontrons en 2017, nous ne sommes que 2 à travailler à l'agence, c'est-à-dire les 2 architectes associés fondateurs, et que nous n'avons livré que 2 opérations d'envergure. Une restructuration lourde de 1500 m², dans le premier arrondissement de Paris pour le siège social de la maison Viviane Westwood, et la réhabilitation d'un immeuble de logement dans le 9e arrondissement. C'est donc par le bouche à oreille, grâce à des personnes avec qui nous avions travaillé sur les éditions du concours Réinventer Paris, que nous rencontrons la société Simvest et la famille Fargeon, qui va porter cette opération et qui n'avait pourtant jamais construit en pierre massive ni en ossature bois. Ils nous contactent donc en premier lieu pour étudier le site et les potentialités constructives. Vous avez donc à l'image le site tel qu'il était dans sa configuration initiale. C'est une parcelle d'angle à l'angle des rues Thiers et Spontini, dans le 16e arrondissement de Paris, entre le Trocadéro, la place Victor Hugo, la porte Dauphine et la porte de la Muette. La parcelle initiale comprend un petit hôtel particulier de la première moitié du 19e siècle, reconverti par la suite en bureau, avec des constructions modernes annexes à la qualité architecturale très relative, et par contre, la présence d'un bel arbre de haute tige dont le feuillage profite à l'agrément visuel des riverains. Nous y reviendrons par la suite, mais la nécessaire suppression de cet arbre aura une conséquence sur le parti pris esthétique de la façade et du traitement paysager du projet. Initialement, pour le premier permis de construire déposé donc en 2018, le projet occupait en totalité la parcelle de l'angle. En 2021, après 2 années d'instance d'un jugement favorable du tribunal administratif suite à un recours des tiers sur le permis de construire, le client négocie avec les propriétaires l'immeuble mitoyen et le rachat de leur bâtiment. Nous voilà donc à devoir reconsidérer l'ampleur du programme pour l'intégrer dans le cadre d'un nouveau permis modificatif. Cette modification aura principalement un impact sur l'aménagement des bâtiments existants à destination de bureaux, et pas tellement sur la création de nouvelles, principalement à destination de logements, dont la volumétrie et les caractéristiques avaient déjà été acceptées par le permis initial. Alors, comment s'est déroulée la conception de la construction neuve? Il faut déjà préciser que l'unité foncière se situe dans une zone d'ancienne carrière à ciel ouvert remblayée. L'ouest parisien est moins connu que la rive gauche pour son réseau de carrières, mais il existe bel et bien et n'est pas négligeable. Bien que le site du projet ne soit pas répertorié sur la carte des carrières que vous avez à l'écran,
Cette donnée a été, voilà. Cette donnée a été confirmée par les études de sol réalisées ainsi que les reconnaissances des fondations des immeubles existants sur l'unité foncière. Cette donnée d'entrée sur la nature du sol, comme témoignage de l'histoire de la construction en pierre de la ville de Paris, n'a pas été totalement anodin dans notre choix de la construction en pierre, car cela faisait par ailleurs écho à mon expérience personnelle avec la pierre que j'évoquais en préambule de cette présentation. En effet, en 2006, j'ai pu réaliser mon stage d'apprentissage de deuxième année en école d'architecture au sein de l'association de mise en valeur du château de Poussy, association membre de l'Union Rempart, qui œuvre pour la restauration du patrimoine au travers des chantiers bénévoles ouverts à tous, avec un engagement important pour la préservation du patrimoine et la défense des valeurs d'éducation populaire. Mon stage d'école était donc de suivre 15 jours d'apprentissage en taille de pierre et maçonnerie sur une tour défensive 13e siècle située à Coucy-le-Château, dans l'Aisne. Après ce stage, je n'ai plus quitté cette association, dont je fais toujours activement partie en tant que bénévole et membre du conseil d'administration. Donc en 2017, au démarrage du projet, cela faisait déjà 10 ans que je côtoyais très régulièrement des amis tailleurs de pierre, des charpentiers, des menuisiers, des forgerons, archéologues, etc. Je passais mes week-ends et mes étés à participer au chantier, à tailler et poser de la pierre. Ce contact direct avec les artisans tailleurs de pierre m'a amené d'une part à m'initier aux techniques de taille de pose et d'autre part à me former au principe du calpinage et de la stéréotomie. Capricieux. Vous avez ici à l'écran des productions graphiques que j'ai également pu réaliser pour l'association, notamment pour des dossiers de demande de subvention ou pour présenter des propositions du projet de restauration à la DRAC. J'invite donc les étudiants qui seraient présents dans cette salle et qui seraient intéressés par les techniques de construction traditionnelles, que ce soit en bois, en pierre ou en torchis, à participer activement à ces chantiers. C'est fort de cet apprentissage, ajouté à un contexte urbain où l'usage de la pierre faisait sens, qui nous a orientés dans cette direction et nous a amenés à faire des recherches sur les constructions en pierre en chantier à ce moment-là. C'est comme cela que nous avons découvert le projet de construction en pierre et bois réalisé rue Oberkampf par l'agence Barreau-Pressaco, qui nous a motivés à voir que c'était possible, et donc à travailler ce procédé constructif dès le stade faisabilité esquisse. Le guide technique de Jean-Paul Laurent, Construire en pierre massive, a également été d'une grande aide. J'y reviendrai par la suite, mais ce choix de construction en filière sèche a une importance déterminante dans les discussions préalables menées avec l'ABF et la ville de Paris. Du coup, au moment où le client nous contacte en 2017, il s'agissait d'abord d'étudier la volumétrie possible à construire sur cette zone-là. Les premières recherches montraient un bâtiment totalement démesuré au regard de l'étroitesse de la parcelle et de la dent creuse que cela générait avec l'ancien hôtel particulier existant. Car il faut se souvenir que la deuxième parcelle à ce moment-là n'avait pas encore été annexée à l'opération. Il nous semblait donc évident que cela ne pourrait pas être accepté par l'architecte des bâtiments de France et la commission du Vieux-Paris. Nous avons donc suggéré au client d'effectuer un premier rendez-vous avec l'ABF pour déjà sonder si oui ou non il serait possible d'envisager une construction sur ce site et si oui, jusqu'à quel point. Il est donc ressorti qu'une construction était envisageable, mais qu'il fallait conserver la lecture du pignon de l'enseigne hôtel particulier et nous faire une proposition qui soit convaincante. À nous de nous débrouiller pour faire une proposition derrière. Nous avons donc informé le client et on s'est tout de suite lancé dans des recherches de volumétrie pour permettre de définir l'architecture du projet. L'idée des façades arrondies, venant chercher les alignements avec l'ordonnancement des immeubles mitoyens, s'est rapidement imposée comme une évidence. Il y avait cette idée d'un ruban qui se déroulait de haut en bas. Nous avons voulu traduire cette idée au travers de la réalisation d'une maquette, ici réalisée en pierre de Vassence et socle en bois de palissandre. Celle-ci permettait de bien étudier le rapport volumétrique entre le bâtiment existant et le bâtiment créé. Voici donc la présentation de la première esquisse lors de notre second rendez-vous avec l'ABF en avril 2018. Nous y sommes allés avec cette proposition de construction en pierre massive et plancher bois, et nous avons été heureux de voir le projet accueilli avec un certain enthousiasme. J'en profite donc pour remercier une nouvelle fois Madame Deruvaux, qui était l'architecte en bâtiment de France, avec qui nous avons pu avoir des échanges très constructifs. Nous avons donc pu ensuite prendre rendez-vous avec la direction de l'urbanisme pour présenter le projet. Il s'en est suivi plusieurs semaines de discussions avec des rendez-vous réguliers avec l'instructeur et finalement le chef de circonscription ouest. En effet, compte tenu de la spécificité de cette parcelle d'angle, comprenant les hôtels particuliers les plus anciens de la rue et avec un arbre de haute tige, la direction de l'urbanisme s'est montrée prudente et a demandé des garanties à la fois sur l'obligation d'une construction en filière sèche
et l'engagement à mettre en place une véritable végétalisation du bâtiment. L'appui donc de Madame de Ruvaux sur ce projet a également aidé la direction de l'urbanisme à accepter de nous suivre et de donner un avis favorable à ce permis. Ça vous fait un petit teaser à chaque fois parce que ça saute une diaporama. C'est pas grave. C'est donc bien notre volonté de proposer dès le départ un projet en pierre et en bois qui a permis à ce projet d'exister, mais également le traitement proposé pour l'accroche de la construction neuve avec les immeubles mitoyens. Le redent des étages supérieurs et le porte-à-faux rappellent ceux des immeubles mitoyens. À l'angle des rues, la construction neuve ne recouvre pas totalement le pignon et les lignes de refend de l'angle de l'hôtel particulier, excepté au rez-de-chaussée, où l'alignement de la façade jusqu'à la corniche du sous-bassement permet de lier visuellement les deux bâtiments. Petite anecdote sur le porte-à-faux, il se trouve que lors du jugement du recours des tiers, un seul point avait fait l'objet d'un refus par le tribunal administratif. C'était l'absence de l'autorisation du gestionnaire de voirie pour réaliser le surplomb sur la rue Thiers. À l'époque, ce document n'était pas demandé pour les instructions. Suite à ce recours, la procédure a évolué et il appartient désormais à la MOA d'effectuer préalablement au dépôt d'un permis une demande de surplomb de la voirie. Pour ceux qui déposent des permis aujourd'hui, et ce document est demandé, c'est un petit peu à cause de nous. De la perspective au moment des études et à la photo finish, en fin de chantier, voici donc l'image du projet après réception en septembre 2025 et qui montre bien la façon dont la façade vient chercher l'ordonnancement des immeubles mitoyens. Voici quelques photos de détail des raccords entre la construction neuve et les constructions avoisinantes. La rue Thiers étant en pente, les niveaux de plancher entre le bâtiment de logement et l'extension du bâtiment de bureau à l'angle des rues généraient des différences de niveau entre les baies. Pour uniformiser visuellement l'ensemble, des retraits dans la maçonnerie ont été réalisés et participent à rythmer la façade. Sur la photo de droite, vous pouvez observer également une différence de teinte correspondant à l'utilisation de deux pierres différentes. Cette caractéristique visuelle de différenciation se retrouve dans le traitement des sous-bassements des immeubles mitoyens, avec un sous-bassement plus clair que les niveaux supérieurs. Dans notre cas, ce choix répond également à des besoins techniques. Le choix d'une construction de maçonnerie en pierre porteuse amène nécessairement à traiter la problématique de la descente de charge et donc des caractéristiques techniques de la pierre choisie. Dès le début des études de conception, il est donc primordial de travailler avec les carrières pour déterminer la pierre qui répondra le mieux aux enjeux esthétiques et techniques. Nous avions donc pris contact assez tôt avec la société Rocamat, devenue depuis Polycor, qui exploite un grand nombre de carrières en France. Après études et arbitrages sur des considérations tant esthétiques que techniques et économiques, il a été choisi de mettre en œuvre la pierre de ville pour le rez-de-chaussée et la Saint-Maximin ferme fine pour les niveaux supérieurs. Ce sont par ailleurs des pierres qui ont été largement utilisées dans Paris. La pierre de Saint-Maximin a été utilisée notamment pour les constructions de monuments emblématiques tels que le Louvre ou l'Hôtel de Ville. Et on retrouve la pierre de ville dans le Palais Garnier, la Saint-Maximin pour le Louvre et l'Hôtel des Invalides, et la pierre de ville pour le Palais Garnier et l'Hôtel de Ville. Il est important d'effectuer une visite des usines de transformation pour comprendre le processus de préparation des blocs. J'en profite pour sensibiliser les maîtres d'ouvrage et les OPC à se rendre également à ces visites, car cela permet de bien comprendre les contraintes et le temps nécessaire à la préparation des blocs. C'est une donnée essentielle pour bien élaborer le planning chantier. Notre visite dans les ateliers de Saint-Maximin avait également pour objectif d'étudier la finition souhaitée. En l'occurrence, nous avions dans l'idée de mettre en œuvre des blocs avec une finition brute de sillage. Si cette idée était d'abord esthétique, il s'avérait qu'elle permettait également de faire baisser le coût de la fourniture, en réduisant le nombre d'interventions visant à obtenir une finition de parement adouci. Les images de droite que vous avez donc du coup à l'image étaient les échantillons que nous avions à l'époque envisagés pour pouvoir réaliser ce projet. Si au moment du marché, c'est bien la finition brute de sillage qui a été commandée, la réalité des contraintes de construction et différents aléas a fait qu'il n'a pas été possible de la conserver. J'y reviendrai. Rentrons maintenant plus en détail dans les choix constructifs. Le choix d'une construction en pierre et bois a permis de concevoir un bâtiment plus léger et donc de réduire l'importance des fondations profondes qu'il a été nécessaire de réaliser sur ce terrain d'ancienne carrière à remblayer. De fait, cela a permis de faire baisser le coût des fondations.
L'axonométrie présente ici la décomposition structurelle. Nous avons une façade en pierre porteuse, un ensemble de poteaux, voiles, poutres, béton pour les reprises des différents décalages de la façade, des planchers en ossature bois, en ossature métallique et CLT, et une façade sur cour en ossature bois. Toute la complexité du projet a donc résidé dans la conception d'un système structurel mixte. Il fallait à la fois suivre les DTU des constructions pierre, bois et béton et étudier chaque raccord. La coupe détail présentée ici et qui a été élaborée lors des études de conception permettait de bien valider chacune des liaisons structurelles au niveau des décalages de façade. On peut observer que la pierre est utilisée ici de plusieurs façons. Les linteaux en plate-bande servent également au support des jardinières végétalisées et acrotères. Les acrotères sont habillés par une planelle. La poutre béton armée du porte-à-faux est habillée par une pierre collée sur nid d'abeille. Vous avez donc à la fois de la pierre massive et de la pierre mince. Cette coupe démontre également qu'il est difficile de se passer entièrement du béton au regard de la réglementation actuelle pour ce qui concerne l'étanchéité. Les systèmes d'étanchéité sous avis technique n'acceptent pas les supports en pierre. Que ce soit pour les jardinières intégrées à la façade ou pour l'acrotère de toiture, il était nécessaire de réaliser et mettre en œuvre le support adéquat. Mon expérience au sein des chantiers de restauration du patrimoine m'avait sensibilisé à l'importance du calpinage. Je corrige d'ailleurs le titre parce que c'est indiqué stéréotomie, mais c'est plutôt du calpinage. À savoir que celui-ci est également régi par le DTU 20 points sur les ouvrages en maçonnerie de petits éléments. Ainsi, la disposition des joints n'est pas aléatoire, et dans notre cas, il a fallu étudier attentivement les hauteurs d'assises, car si la façade est continue, ce n'est pas le cas des baies et des planchers qui suivent la pente de la rue. Comme nous l'avons vu sur la coupe précédente, il fallait donc prendre en compte les hauteurs différentes de chaînage, des acrotères, des poutres, béton, des linteaux de fenêtres. C'est ce que vous voyez présenté sur les différents bandeaux de couleur de l'élévation. En orange, vous avez le chaînage qui correspond au nez de plancher, donc c'est les différents niveaux de plancher intérieur. En bleu, vous avez la poutre béton du porte-à-faux, et en rouge, vous avez les différents acrotères. En grisé, ce sont les différentes arrondis de la façade qui sont représentés. Nous en sommes arrivés naturellement à un grand appareillage, avec des blocs d'une longueur moyenne d'1,30 m pour une assise de 50 cm. C'est à la fois un choix esthétique et un choix pragmatique pour limiter le nombre de rotations de grue. C'est ce travail précis qui a permis de bien concevoir le projet et de réaliser des documents nécessaires au dossier de consultation des entreprises. Afin que l'entreprise puisse faire une offre la plus adaptée au projet, nous avions également détaillé au marché les différentes typologies de pierres mises en œuvre sur le projet. Il y avait du parement droit, du parement courbe, de la modénature, du meneau, de la pierre collée sur nid d'abeille, de la pierre comme support de chaînage, des claveaux, des appuis de fenêtre, des meneaux, etc. Plus l'entreprise a des informations précises, plus elle peut ajuster son offre, et moins il y a de mauvaises surprises au moment des études d'exécution. Passons au moment du chantier. Vous avez ici à l'image la réalisation du prototype qui avait été réalisé au tout début. Pour mémoire de la frise chronologique qu'on vous a présentée au début de l'intervention, un premier marché de travaux avait été réalisé avec une entreprise TCE. Au moment où celle-ci a été déclarée défaillante, les travaux de fondation avaient déjà été réalisés, ainsi que les travaux du gros œuvre sur le sous-sol uniquement. Afin de ne pas risquer un arrêt complet du chantier et perdre le travail jusqu'ici réalisé en étude d'exécution, nous avions réussi à recontractualiser très rapidement avec les 3 entreprises du gros œuvre alors présentes sur le chantier et avec qui un gros travail de synthèse avait déjà été réalisé. Il a fallu faire appel à un OPC et réorganiser le planning chantier, mais cela a permis de continuer les travaux rapidement avec des commandes en pierre et en bois qui avaient déjà été passées. Sur l'image de droite, vous avez le travail de 3 entreprises mises en œuvre. Rocama Construction pour la pierre mise en œuvre, pour la pierre massive, Bestone pour la réalisation des ouvrages de béton et Paris Charpente pour le travail de charpente métallique et plancher bois. C'était un enchaînement de tâches millimétré. Je sais qu'il y a les chefs de chantier de Rocamat qui étaient là et qui pourront en parler. Si nous avons vu précédemment l'importance de la conception, la réalité du chantier amène nécessairement à devoir s'adapter à certains détails. Je vous présente donc ici des détails, une comparaison de détails entre le moment de la conception et le moment de l'exécution. À gauche, présentez l'idée envisagée du chaînage qui venait accompagné d'une cornière métallique supporter le plancher bois. Sur la droite, vous avez le détail tel qu'il a été retravaillé au moment des études d'exécution. Pourquoi ? Parce que
dans les DTU aujourd'hui, les modèles qui sont présentés sont des modèles de chaînage béton avec plancher béton. Or là, on est dans une configuration avec un chaînage béton et un plancher bois, ce qui générait forcément une liaison à faire entre le chaînage béton et le plancher bois. Ce chaînage-là, cette cornière, générait un moment de rotation qu'il a fallu justifier au niveau du calcul pour bien rendre tout l'ensemble parfaitement adhérent et que tout soit considéré comme un seul bloc et qu'il n'y ait pas un moment de rotation. Par ailleurs, ça posait la question de la descente de charge. Il fallait en fait recentrer la descente de charge par rapport à la maçonnerie de pierre porteuse. Je regarde entre les deux. Ouais, dans la même continuité, c'est l'exemple de ce détail-là. Petit détail au niveau des acrotères des terrasses. Si vous regardez au niveau de la façade, au niveau de l'appui, donc de la pierre massive qui supporte l'acrotère, il y a une réservation de 50 mm pour le recentrage de la charge. Parce qu'en fait, sans ça, la charge était légèrement déportée de l'axe de la maçonnerie et donc du coup, le calcul ne passait pas. La petite astuce a donc été de créer cette réservation afin de recentrer la descente de charge. Il y a voilà, celle-ci. Autre petite variation sur les descentes de charge, il a fallu adapter un point sur le chantier au niveau du choix de la pierre entre le ville sur le rez-de-chaussée et la pierre de Saint-Maximin dans les étages, notamment au premier étage. Pour supporter les poutres, on voit sur les différents appuis de la poutre du porte-à-faux à droite et à gauche, en violet, sont des pierres qui étaient initialement prévues en 30 cm qui sont passées en 40 cm d'épaisseur. Donc ça, c'est pareil, ça a été des ajustements qui ont été faits au moment des études d'exécution. Vous avez à l'image ici, du coup, les détails de mise en œuvre du porte-à-faux. Sur la photo de gauche, on voit bien aussi l'enchaînement entre la pierre, le chaînage béton avec les cornières métalliques, de la pierre de nouveau, et ensuite la poutre en porte-à-faux qui vient se mettre par-dessus. Quelques détails également au niveau du porte-à-faux pour montrer comment est traitée la liaison entre les maçonneries du rez-de-chaussée et du R+1 avec les étages supérieurs. Il ne fallait en aucun cas ici qu'il y ait une liaison entre les deux. Donc la tête de maçonnerie, en fait, est simplement raccrochée par rapport au plancher, mais ne le supporte en aucun cas. L'habillage de cette poutre a été fait en pierre collée sur nid d'abeille et a rejoint les détails du reste du calpinage de la façade. Quelques petites photos du chantier en cours d'exécution où on voit bien du coup l'intérieur en construction en plancher bois, le béton, l'ossature métallique et également les façades en pierre. Vient le moment toujours agréable où on démonte les échafaudages et qui permettent de voir enfin une façade qu'on a vue, surtout depuis les échafaudages, en faisant le tour une fois, 2 fois, 10 fois, en faisant des OPR avant de démonter l'échafaudage. À ce moment-là, ce jour-là, en plus, il faisait beau, les photos sont plutôt concluantes. Malheureusement, quelques semaines, mois plus tard, on a un petit peu déchanté, on a un petit peu eu peur, parce que la façade avait présenté différentes pathologies, aspects divers, traces blanchâtres, coulures, et qui ont été un petit peu une source de questionnement sur l'origine. On a donc travaillé assez étroitement avec Rocama Construction, et je les en remercie, à trouver des solutions qui ont nécessité pour eux de devoir revenir, reprocéder à des ravalements et à retraiter la pierre pour pouvoir arriver à obtenir une finition qui était celle qui était attendue. Mais tout ça pour dire que attention, effectivement, quand on est sur un bâtiment en pierre comme ça, qui est un matériau vivant, quand on a le nez dessus sur les échafaudages, et une fois qu'on les enlève, parfois on peut avoir quelques surprises et qu'il faut bien anticiper ce point-là. Pour conclure, quelques photos du bâtiment une fois achevé. On voit bien du coup à la réalisation ici le porte-à-faux, les différentes courbures et les différentes jardinières. À droite, une vue depuis une des jardinières. À gauche, une vue depuis la cour. Une petite photo des intérieurs parce que ce n'est pas qu'une façade et que c'était aussi, dans le traitement de l'intérieur, on a essayé d'être en cohérence avec l'esthétique extérieure, donc principalement travailler avec des matériaux en pierre et en bois. Et pour conclure sur quelques petites données plutôt techniques ou pragmatiques,
Sur ce projet, la surface développée de façade en pierre représente 500 mètres carrés. Le coût de la construction de l'entreprise était de 400 000 €. Ça représente plus ou moins 30% du montant des grosses œuvres. Alors, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ce montant. C'est une estimation parce que dans le gros œuvre, entre le premier marché TCE, le deuxième et plus d'autres éléments, les fondations profondes, voilà, c'est une fourchette qu'on a estimée. Ça représente à peu près 7% du montant total des travaux. Et sur le montant de l'entreprise, il y a à peu près 4% d'aléas et d'OS supplémentaires, mais qui sont principalement liés à des interventions sur le bâtiment existant qui a été réhabilité à côté. Donc au final, très peu, voire pas, d'aléas ou de TS sur la construction neuve. Au niveau du planning, pour voir un petit peu l'impact que ça a, on est donc sur un chantier qui a duré plus de 2 ans, mais au final, les différentes problématiques rencontrées n'ont pas été tellement liées à la pierre. On est passé sur un marché au début qui prévoyait 20 semaines de pause, de fourniture et pause, et on est passé à 24, ceci principalement pour des raisons de problèmes techniques au sein des usines de Rocamat qui ont fait d'ailleurs l'effort de trouver des solutions assez rapidement et de déplacer les pierres dans d'autres usines pour pouvoir les intervenir et les faire venir rapidement. Voilà. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Alors, il y a sans doute des questions. Peut-être vous disiez qu'un des représentants de Rocamat était présent, puisque vous les avez cités à maintes reprises. S'il y avait des compléments d'information par rapport à ce qui vient d'être dit, pour rappeler qu'effectivement, quand on est sur un matériau naturel, il y a des choses qui peuvent apparaître et qui se traitent malgré tout de manière tout à fait physico-chimique. Alors, on vous laisse peut-être compléter, puis le champ des questions après. Oui. Je vous en prie, en vous présentant. Bonjour à tous, je suis Benjamin Nicolas, conducteur de travaux sur l'opération pour Rocamat. Donc là, oui, effectivement, on a eu des surprises parce qu'on a intervenu et déjà très rapidement. Donc tout le ravalement de façade a été fait sur pierre. Et on a eu ces surprises-là. Ouais. Le fait d'attendre que la pierre sèche, ça nous a permis de faire un ravalement, premier ravalement pour garder pour respecter les plannings du chantier. Et on a fait un dernier ravalement pour obtenir le résultat. Oui, c'est effectivement souvent une lutte assez dure sur les chantiers entre les besoins à la fois de temps de séchage, que ce soit pour le béton ou pour la pierre pour les joints ou quoi. Et c'est vrai que dans des cas comme ça, quand les OPC mettent la pression, et nous, c'est parfois des choix difficiles d'arriver à savoir si c'est le bon moment ou pas. Et voilà, donc ça se fait en concertation et c'est pas toujours simple. Oui, c'est ça. Ça marche pas. C'est ça. Merci en tout cas, merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans la salle par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué et partagé par M. Piedbourg. Bravo. L'épaisseur de la pierre mise en œuvre 30 cm. 30 cm, donc avec les endroits où il y avait les modés nature, les renfoncements, on était à 28 et avec des parties en 40 cm pour les besoins des descentes de charge. Effectivement, il y a 2 micros, donc allez-y en stéréo. Allez-y. Alors, sinon... Oui. Pour l'enregistrement, c'est bon. Ok, allez-y, en forçant la voix, s'il vous plaît. Pip, pip, pip. Oui, ok, j'ai compris la question. Alors, il y avait celle-ci. Ouais, effectivement. Alors, pour comprendre comment c'est fait, je vais plutôt peut-être montrer celle-ci. En fait, ce qu'on voit sur cet exemple-là, en fait, toute la façade supporte les planchers sur les différents planchers et viennent reprendre les efforts des planchers. Alors, il y avait l'autre détail, il y avait l'autre coupe que j'aurais voulu montrer, que je crois qu'il était après, au moment du C. Voilà. On voit des exemples typiques où on a ce chaînage qui vient et qui porte le plancher bois. La question, elle portait plutôt sur le porte-à-faux et comment lui, il était porté.
Sur le porte-à-faux, lui, il est vraiment repris à la fois. Alors, je vais revenir là-dedans. Je vais le montrer. Je ne sais pas si je peux à l'écran. Oui, oui, bien sûr. En fait, on a les poils béton qui sont à peu près au milieu, qui viennent avec reprendre, avec deux axes, reprendre, on va dire, le milieu du porte-à-faux. À droite et à gauche, en fait, un micro. Je recommence tout. Alors, vous avez en fait là le porte-à-faux, vous avez la poutre qui est comme ça, et en fait on voit ici, il y a les poutres qui sont au milieu, qui sont repris par le poteau et les voiles, et après sur les bords, en fait, il y a une partie béton qui est ici et qui est là, et qui vient, elle, s'appuyer directement sur la maçonnerie. J'ai un autre document qui permet de le montrer un peu mieux. C'était du coup celui-là. Sur le laser, en fait, on voit, on est pile poil à cet endroit-là. On a la poutre qui est ici. On a l'élément, le voile de refend qui vient là, qui vient reprendre à droite et à gauche. Donc ici, la poutre vole complètement et on a le plancher qui va jusqu'au bout. Et à droite et à gauche, on a une dalle de transfert qui vient et qui s'appuie sur les maçonneries du dessous. Enfin, qui ne s'appuie pas pour le coup, c'est ce que je disais, parce qu'il ne fallait pas que ce soit lésionné, mais qui viennent se reprendre sur le voile ici et qui viennent par contre s'appuyer ici, cet endroit. Ouais, ça c'est tout un ensemble béton qui vient, qui sert à la fois à liaisonner, à venir reprendre la poutre ici, qui s'accroche à un voile béton ici et qui s'appuie sur la maçonnerie ici. D'où les besoins là, et on le revoit ici, qu'il y a une surépaisseur de données sur la pierre à cet endroit parce qu'il y avait un point voilà, sensible. Idem de ce côté-là. Ouais. Voilà, s'il y a des compléments de questions. Voilà, on vous laisse circuler le micro, pardon, et j'ai levé bien la main s'il n'y en a pas. Oui, oui. Allez-y. Je me suis posé la question. Présentez-vous, s'il vous plaît, d'abord. d'abord. Je me suis représenté ce matin déjà. Oui, mais ce matin, il y avait des gens qui. Ah, pardon. Qui commence pour le micro? Non, c'est à toi, Gaël. C'est à moi, hein. Ok. Je regardais cet ouvrage. Merci pour la présentation. Et je me suis dit, mais le tailleur de pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il n'y a pas de taille de pierre pour moi là-dedans. Je dirais de façon traditionnelle. Hein. Bien sûr, on quitte les monuments historiques. Et je me suis posé la question de l'avenir du tailleur de pierre dans ce type d'ouvrage, sur l'économie. Je ne vois pas d'éléments architectoniques probants en taille de pierre, je n'en ai pas vu. Les ornements sont limités, sans doute pour une question de coût. Est-ce que c'est aussi une question de parti pris architectural? Et quel peut être l'avenir de la taille de pierre, on va dire, dite artisanale, dans ce type de construction neuve? Alors, c'est un sujet général, mais je pose la question comme ça. C'est une très bonne question. Difficile d'y répondre. En l'occurrence, pour nous, effectivement, dans le parti pris architectural au début, la volonté par rapport au contexte urbain était plutôt d'aller sur une façade, on va dire, plutôt à expression moderne. Qui dit expression moderne, qui dit forcément qu'on n'est pas allé rechercher des ouvrages ou des éléments de pierre sculptés, moulurés, qui, pour le coup, peuvent faire appel à des artisans tailleurs de pierre, même s'il existe des machines 3 points qui viennent tailler les blocs dans tous les sens. Mais votre question, effectivement, du rôle du tailleur de pierre sur les chantiers se pose de plus en plus. Et de ce qu'on sait ou de ce qu'on voit, effectivement, je pense que les tailleurs de pierre interviennent beaucoup sur les monuments historiques. Sur les bâtiments modernes, la question de leur place est une vraie question. Et effectivement, aujourd'hui, en tout cas, nous, on se l'est posé à l'époque pour savoir comment c'était possible d'intégrer ça dedans. Mais après, de fil en aiguille, on a vu que les choix qu'on avait faits n'ont pas amené à ce qui est spécialement les tailleurs de pierre, mais que ce soit plus un métier, on va dire, de maçon et de maçonnerie. Mais voilà, vous lancez un débat qui a tout à fait le mérite d'être posé et qui mérite d'être posé pour les constructions à venir. Rebonjour, Gary des Carrières Pro-Rock. Pour rebondir déjà sur ce que vient de dire le tailleur de pierre, pour avoir rencontré sur le terrain depuis 20 ans, la pierre massive a été beaucoup, on va dire, rejetée par les tailleurs sur la mise en œuvre. Donc il faut savoir déjà ça, parce que c'était considéré comme des éléments lourds et les tailleurs de pierre n'avaient pas forcément des outils de levage pour faire la mise en œuvre. Du coup, ce sont les entreprises de bâtiments qui se sont un petit peu intéressées avec aussi une certaine crainte. Ça, je vous parle en termes d'expérience, hein.
Ce n'est pas un jugement. Se sont volontairement impliqués sur ce type d'ouvrage. Et il faut savoir que les tailleurs de pierre ont un vrai travail sur le terrain parce qu'ils ont un savoir-faire que certaines entreprises de bâtiments n'ont pas. Aujourd'hui, ça devient très intéressant parce que les tailleurs de pierre aujourd'hui amènent ce savoir-faire que des entreprises industrielles n'ont pas, notamment sur la réglementation, sur les joints, sur toutes les techniques de reprise de chantier que les tailleurs ont. Ils ont une technique qu'ils ont à eux. Ma question sur votre projet, que je trouve très joli, c'est pourquoi vous avez utilisé des pierres évidées où il y a beaucoup de difficultés pour le carrier, parce que le but aujourd'hui, c'est de construire en pierre massive, que ça soit le plus économique et rendre la pierre accessible sur la construction. J'ai vu qu'il y avait des pierres évidées, palettisées avec beaucoup de contraintes. Pourquoi vous n'avez pas utilisé des planelles au lieu d'avoir des pierres évidées en terre? Et pourquoi vous avez eu des problèmes d'étanchéité? Est-ce que l'application de la NFB 601 a été étudiée justement? Sur la question de la pierre évidée, je ne suis pas sûr de l'avoir compris parce qu'en l'occurrence, ce sont des pierres qui sont taillées de différentes formes pour pouvoir soit accueillir le chaînage, soit pour pouvoir accueillir une acrotère ou des éléments comme ça, mais elles ne sont pas évidées. Vous avez des pierres évidées en L, mais au niveau des planchers, pourquoi la solution du parement en semi-porteur en 10 n'a pas été utilisée justement pour essayer de rendre la pierre beaucoup plus facile? Pour le carrier, pour la taille et pour la mise en œuvre. Ce n'était pas le choix, en tout cas fait à ce moment-là. Le système constructif, on voulait vraiment maintenir depuis le début la logique de construction en pierre massive porteuse, donc c'était la pierre qui portait. On ne voulait pas rentrer sur des systèmes qui pourtant nous a été demandé à des moments par la maîtrise d'ouvrage de voir si on ne pouvait pas optimiser et simplifier des choses avec par exemple plus de béton ou passer par des pierres soit en plaquettes, soit de la planelle, mais là encore une fois, dans les discussions qu'on avait eues avec la ville de Paris, et le deal était clair, c'était le projet était autorisé en pierre massive, il fallait qu'on finisse en pierre massive. Donc en fait, tout le projet a été orienté de manière à garder la pierre massive au maximum dans tout le projet, partout où c'était possible de le faire. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais oui. Non, alors après sur l'étanchéité, pareil. Alors là, peut-être mon ingénieur structure préféré pourrait vous répondre mieux que moi, mais là je ne saurais pas vous dire en tout cas par rapport à l'étanchéité voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu regarder. Le travail que vous avez fait, vous avez travaillé la conception et le calpinage. C'est vous qui avez apporté ce savoir-faire ou vous avez passé par un appareilleur? Oui, c'est nous qui avons fait en interne tout le calpinage, de tout regarder. Tout ce travail vraiment, cette complexité en fait liée vraiment à cette rue en pente et avec deux programmes différents parce que je l'ai peut-être pas bien précisé là, mais en fait sur la partie gauche c'est tous les meubles de logement et sur la partie droite à l'angle des deux rues c'est l'extension des bureaux. Donc en plus c'est deux programmes différents qui sont derrière. Donc les planchers étaient à des niveaux différents et avec tout le système de chaînage de baies, il fallait vraiment arriver à trouver la bonne hauteur d'assise, le bon calpinage, le bon ratio pour arriver à faire que ça fonctionne. Et c'est un calpinage qui a évolué pas mal. Et même pendant les études d'exécution, on l'a refait bouger un petit peu en fonction des ajustements des coupes qu'on mettait en œuvre. On va prendre une dernière question. Je crois que c'est une précision par rapport à ce chantier même. Oui, à nouveau Benjamin Nicolas, Rocamat. De mémoire, hein, les tailles en L pour recevoir les planchers, c'est une sorte de coffrage perdu pour le maçon. Et c'était un petit peu vu aussi avec Bestone, parce que faire une planelle, le maçon pour arrêter sa tête de voile béton, on l'a vu sur un chantier qu'on verra tout à l'heure, il y a certaines complexités. Hein. Pour faire juste 5 cm de planelle, pour le maçon, il faut qu'il coffre. Et il n'a pas d'endroit pour reprendre son coffrage comme il faut. Ça a un coût pour lui. Et on a vu avec le maçon sur place que ces coupes-là pouvaient lui proposer un coffrage perdu. Et ensuite, sur les acrotères, effectivement, on est passé sur l'idée qui a été citée juste avant, en pierre autoporteuse. Voilà Merci Benjamin pour les... Effectivement, oui, c'était bien ça. Dans votre présentation, vous avez insisté aussi sur le travail que je qualifierais de collaboratif avec les services instructeurs et l'architecte des bâtiments de France. C'est bien de le dire, parce qu'il y a encore beaucoup de députés aujourd'hui qui tirent à boulet rouge sur un système que l'on nous envie dans d'autres pays où c'est la mafia qui fait la loi.
Donc, je trouve que c'est bien de le souligner. Et puis, ça fait réfléchir peut-être aussi au fait de diviser par deux le nombre de députés, ou plus exactement de revenir au nombre qui était anciennement le cas pour faire des économies et mettre de l'investissement là où on fait de la belle architecture durable, mixte, comme vous l'avez montré. Et donc, voilà, je pense que ce serait pas mal de continuer dans cette direction. Merci beaucoup. Merci.